BFM Business. Vos placements, nos conseils, BFM Bourse, Guillaume Sommerer. On est ensemble en direct sur BFM Business, un peu plus de 17h. Le club vous ouvre ses portes. On va débriefer cette nouvelle séance boursière avec nos deux experts qui viennent de nous rejoindre ce soir. Xavier Deburen, directeur adjoint de la gestion d'Inocap Gestion. Bonsoir Xavier. Bonsoir Guillaume. Et David Calfon. Bonsoir David. Bonsoir Guillaume. Président de Sanso Investment Solutions. Bienvenue à tous les deux. Alors que le CAC 40 est en train de signer une 6e hausse d'affilée, une 14e hausse en 15 séances, même une des meilleures séries historiques pour notre marché parisien, même si ça tient à un fil. On ne gagne que 0,1% en ce moment, 7159 points à Paris. Et ce qui est marquant, c'est que le CAC, les marchés européens dans leur ensemble d'ailleurs, progresse un peu aujourd'hui alors que Wall Street recule. C'est une tendance qu'on observe en moyenne depuis le début de l'année. Depuis le début de l'année, le CAC a gagné 28% par exemple, David, alors que le S&P 500 a moins progressé. Comment est-ce que vous regardez, vous observez, vous vivez, vous accueillez cette hausse des marchés, ces hausses de marché? On a l'impression qu'on progresse désormais un peu en roue libre. On est en lévitation. Comment est-ce que vous voyez les choses? Alors bon, lévitation, j'irai pas jusque-là quand même. Il y a deux forces qui sont à l'œuvre. Il y en a une, on va commencer du côté des mauvaises nouvelles et des préoccupations. Ça concerne les chiffres d'inflation, les perspectives sur les taux d'intérêt. On sait tous que en bourse, on achète des flux futurs, des flux financiers futurs, donc le bénéfice des entreprises, et que ces bénéfices d'entreprise, on les actualise avec des taux d'intérêt. Et donc, effectivement, plus les taux d'intérêt sont bas, plus les valorisations peuvent être élevées. Et effectivement, si on commence à voir les taux d'intérêt remonter, si jamais on avait une flambée d'inflation beaucoup plus durable que ce que nous disent nos banquiers centraux, on pourrait se retrouver effectivement avec les secteurs les plus valorisés qui seraient à risque. Donc ça, c'est du côté des inquiétudes, des mauvaises nouvelles. Après, il y a des excellentes surprises. Et les excellentes surprises, on les a au niveau des bénéfices des entreprises. Depuis le début de l'année, on a quand même des bénéfices d'entreprises qui sont en croissance à deux chiffres et de manière assez impressionnante. Alors bien sûr, ces croissances de bénéfices, on les regarde d'une année sur l'autre. Donc bien sûr, il y a un effet de base. On est en train de comparer une année 2021 avec une année 2020 qui avait été très mise à mal à cause des différents confinements, etc. Mais malgré tout, on se rend compte que les rebonds de bénéfices d'entreprise sont quand même exceptionnels et durent un peu plus longtemps que prévu. Puisque quand on regarde ce que l'on attend pour le 4e trimestre de cette année, où là les effets de base sont quand même un peu moins présents puisque fin 2020 l'activité avait déjà redémarré, on se rend compte qu'on attend encore des hausses de bénéfices extrêmement significatives. On a l'impression que pendant cette crise, finalement, les sociétés se sont restructurées, ont resserré les boulons un peu partout, ont fait des gains de productivité et que derrière, quand ça redémarre, eh bien, on a l'impression que le chiffre d'affaires redescend beaucoup plus vite dans le compte de résultat pour le plus grand bonheur des investisseurs. Voilà. Donc, les deux se tiraillent un petit peu. Pour le moment, côté inflation, on aura le temps d'en reparler, j'imagine. Mais ce qui aide, ça a été effectivement toutes ces saisons de publication d'entreprises qui ont été quand même exceptionnelles et qui justifient quand même malgré tout une progression des marchés. Les publications des entreprises qui confirment en effet le bel état de santé, la belle résilience, même mieux que ça des entreprises, tout cela finit par donner bonne conscience finalement aux investisseurs face au niveau de valorisation. Ça les a décomplexés. Ça a même, ces bonnes publications ont même détendu les valorisations des marchés, tant les bénéfices ont davantage encore progressé que les indices. Alors, si on se réfère à la situation en début d'année 2021, oui, on a effectivement eu ce qu'on appelle dans notre jargon un de-rating, c'est-à-dire que finalement, les marchés sont moins chers aujourd'hui qu'ils ne l'étaient au 31 décembre de l'année dernière. Même s'ils sont plus hauts. Et pourtant, ils sont plus hauts, c'est tout simplement effectivement parce que les bénéfices sont allés plus vite que la performance boursière. Je vous sens à l'aise. Cette aisance, vous la partagez, Xavier, même si on progresse déjà de plus de 28% depuis le 1er janvier sur le CAC, que le pic de croissance est sans doute derrière, croissance macroéconomique, croissance des bénéfices aussi des entreprises. Vous pensez que le fait que le pic soit passé va finir par poser problème? Comment est-ce que vous voyez cette trajectoire haussière des marchés aujourd'hui? Alors, je pense qu'il y a plusieurs éléments. Premièrement, il faut savoir que la hausse du marché s'est faite pour de bonnes raisons, puisqu'on l'a évoqué avant, les bénéfices par action ont augmenté de 60%.
sur l'année 2021. Elle n'est pas terminée, mais avec les publications du T3 sur lesquelles effectivement il y a eu encore des révisions alors qu'il y avait pas mal de craintes de la part des investisseurs sur ces publications du T3, notamment avec les poussées inflationnistes, notamment avec toutes ces contraintes de supply chain, des contraintes de logistique. Les publications sont sorties meilleures qu'attendues. Il y a eu 2,5 fois plus de publications au-dessus des attentes que de publications en dessous. Ça, c'est un élément favorable. Et la hausse des bénéfices attendus par action a continué. Si on se projette pour 2022 maintenant, en se disant que effectivement, si les bénéfices par action doivent être le moteur futur des marchés, le consensus aujourd'hui attend simplement 7 à 8% de croissance des bénéfices par action pour l'année prochaine. On considère qu'il est très en retard. Il est très en retard. Pourquoi ? C'est que si vous vous dites effectivement que le pic de croissance est derrière nous, la croissance mondiale attendue encore pour l'année prochaine est de 4,5%. C'est au-dessus de sa croissance normative. Et si vous faites des projections, 4,5% de croissance mondiale, ça doit entraîner une hausse des bénéfices par action entre 18 et 20%. C'est théorique, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le consensus pour 2022 est encore en retard et peut facilement doubler ses attentes pour l'année prochaine. Et ça devrait être un élément favorable pour une poursuite de la hausse des marchés et qui milite également pour que les valorisations restent raisonnables. Pourquoi les entreprises vont si bien ? On a quand même des pressions sur les marges, des coûts des matières premières, de l'énergie, de l'électricité pour les entreprises qui coûtent de plus en plus cher aussi quand même. Tout cela coûte de plus en plus cher à faire tourner. Et pourtant, les bénéfices, les résultats des entreprises brillent. Comment est-ce qu'on peut expliquer c'est plus qu'une résilience des entreprises. Qu'est-ce qui se passe là du côté des entreprises pour annoncer de telles bonnes surprises ? Il y a deux éléments. Tout d'abord, effectivement, les entreprises ont vraiment très bien retenu les leçons de la grande crise financière. Elles ont fait ces 10 dernières années un travail extrêmement important, ce qui a été évoqué précédemment, sur leur structure de coûts. Elles se sont concentrées pendant la crise pour maintenir les niveaux de liquidité et de trésorerie et faire remonter finalement le cash en temps et en heure dans l'entreprise. Ça, c'est des choses qui ont quand même beaucoup aidé. Donc, sur une structure de coûts qui a été optimisée, sur des bilans qui sont quand même très sains, avec peu d'endettement, avec des coûts d'endettement qui sont extrêmement faibles, avec les conditions historiques qu'on a de financement aujourd'hui, on a finalement des entreprises qui sont en très bonne situation pour pouvoir profiter de ce rebond extrêmement fort que l'on a. C'est un nouveau cycle qui a démarré très fort, une demande qui est là, qui est sensiblement au-dessus de ce que les entreprises pouvaient anticiper. Et ça, c'est parce qu'on a aussi des changements structurels. C'est évidemment cette révolution digitale qui permet aux entreprises de s'améliorer, d'être plus compétitives, qui évidemment est couplée aussi avec cette transition énergétique. Tout est lié, mais ça, c'est des éléments extrêmement favorables à la demande. Donc on a vraiment des effets volume structurels qui sont là, une demande qui est forte, et ça, c'est sans parler des niveaux de stock qui sont aujourd'hui au plus bas. Aujourd'hui, tout ce qui est produit est vendu immédiatement, et donc ça permettra également de soutenir une demande pour encore quelques semestres. David ? Sur les entreprises, leur transformation, leur capacité comme ça à délivrer autant de bonnes surprises, alors que les marges pourraient être, c'est vrai, sont de toute façon sous pression compte tenu de la hausse des coûts des matières premières, on y reviendra, les prix de l'énergie, etc. Oui. Comment est-ce que quel regard est-ce que vous portez sur la façon dont elles se transforment en ce moment, les entreprises ? Alors, ce que l'on voit effectivement, c'est une capacité de passer des hausses de prix. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a de l'inflation également. Hein, tout cela se nourrit. Oui, c'est le consommateur qui trinque à la fin. Alors, effectivement, mais n'oublions pas que ce consommateur, il a beaucoup épargné également. Donc, peut-être qu'il y a un moment donné où on accepte un petit peu ces hausses de prix, peut-être un peu plus facilement. Donc, cet état, cette bonne santé des entreprises repose beaucoup sur la résilience des consommateurs face aux hausses de prix aujourd'hui. Ça repose sur une jambe qui est celle de la consommation. Aussi, tout à fait, mais il y a aussi l'effort de structure, d'économie, de gain de productivité. Celui-là, il faut pas du tout le négliger parce que c'est vraiment
ce qui s'est produit pendant la crise sanitaire, on voit que y a eu plein de choses qui se sont mises en place, qui ont permis de réduire les coûts, qui ont permis c'est plein de déplacements qu'on ne fait plus, qu'on a transformé par de la visioconférence, ça fait gagner du temps, ça fait gagner des frais de déplacement, c'est tout un tas de choses qui a été, je dirais, bénéfique pour les entreprises et pour leur structure de coûts. Maintenant, bien entendu, tout le côté chaîne d'approvisionnement, délai d'approvisionnement, tout ça, ce sont des choses qui viennent également compenser un peu cette bonne nouvelle. Le consommateur, est-ce qu'il va tenir longtemps? On voit les ventes au détail qui ont été publiées hier aux États-Unis d'octobre, supérieures aux attentes. Ça signifie qu'en effet, pour l'instant, le consommateur encaisse, ou vous les regardez avec beaucoup plus de distance, ces chiffres qui nous parviennent de la consommation, des ventes au détail aux États-Unis? Est-ce que vous dites qu'il faudra des hausses de salaire pour que le consommateur tienne dans la durée, ou l'épargne accumulée suffira? Xavier? Alors il y a évidemment plusieurs forces là-dessus. Ce qu'on peut voir, c'est que du côté de l'épargne, on sait qu'il y a des montagnes d'épargne qui sont disponibles. On l'a vu notamment aux États-Unis, ça s'est vu avec un certain nombre de chèques qui ont été envoyés directement aux consommateurs pour qu'ils dépensent cela. Maintenant, il est important de voir ce qui se passe sur la dynamique salariale, effectivement, parce que là où vous avez des entreprises qui sont prêtes à augmenter leur prix pour pouvoir compenser cette hausse de coût des intrants, il faut qu'on ait un peu le même mécanisme finalement du côté des consommateurs. Quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, la dynamique salariale depuis quelques semaines est extrêmement forte. C'est-à-dire que les hausses de salaire sont vraiment très fortes, très dynamiques. On n'a pas vu un rythme pareil depuis les années 90. C'est pour vous dire les tensions qu'il y a sur le marché de l'emploi. Et donc ça va évidemment, c'est un élément favorable tant que ces hausses de salaire sont supérieures à la hausse des coûts. C'est un environnement de reflation. À l'inverse, si on a des hausses de salaire qui sont moins fortes que la hausse des coûts, c'est un environnement de déflation. Ce serait un signe noir, là, en l'occurrence. Il faudra évidemment beaucoup surveiller l'environnement dans lequel ces hausses de salaire se font comparé à des hausses de coûts. Mais ce qu'on constate depuis quelques jours maintenant, c'est qu'on a quelques baisses, notamment sur le prix du gaz, sur le prix de l'électricité. Alors on a quelques pics en fonction de certaines nouvelles journalières. Mais si on se dit que le pic de ces hausses est passé et qu'on est en train de se normaliser, on est encore sur des niveaux qui sont évidemment très élevés, et qu'à côté de ça, vous voyez les difficultés qu'ont beaucoup de secteurs à pourvoir le nombre d'emplois qu'ils souhaiteraient. Il y a ce déséquilibre-là, et plutôt en faveur aujourd'hui des salariés et des gens qui veulent travailler. Aux États-Unis et en Europe, ce que vous dites peut coller aussi à la situation européenne? Je vais vous donner un exemple. Chez Capgemini a déclaré l'autre jour que sur certains profils qui sont les plus intéressants et je dirais les plus rentables pour eux, ils ont augmenté certains profils 3 fois depuis le début de l'année. Donc, vous voyez bien que ça se voit clairement aussi en Europe, et quand dans plein de secteurs aujourd'hui, vous avez des difficultés pour recruter, et vous voyez bien que finalement, les salariés aujourd'hui ont le choix et vont certainement aussi au plus offrant. David, parce que quand on parle d'inflation, beaucoup d'économistes nous prennent en nous disant attention, on n'est pas dans une situation véritablement d'inflation. Oui, on a des hausses de prix très spectaculaires, mais les salaires, certes, tentent de repartir à la hausse, surtout aux États-Unis, mais on n'est pas encore complètement dans une boucle prix-salaire. Pas encore, et donc on n'est pas encore dans un cycle inflationniste, nous disent les économistes. Si les salaires venaient à finalement véritablement progresser, est-ce que ce serait un signe noir? Une bonne nouvelle, bien sûr, pour les salariés, mais un signe noir pour ce qui est de la dynamique inflationniste. Alors, en fait, c'est vraiment le sujet du moment, puisque pour le moment, les banquiers centraux ont réussi à ancrer les anticipations d'inflation des investisseurs de manière remarquable. C'est-à-dire qu'on a des chiffres élevés, on a des chiffres qu'on peut qualifier d'historiques. Je rappelle que la hausse de l'inflation aux États-Unis à 6,2% la semaine dernière, c'est le plus haut chiffre depuis 30 ans. Donc, si on juste met ça en perspective, ça veut dire que la plupart des gestions, pour les gérants de portefeuille qui y travaillent, ils n'ont jamais vu ça de leur vie professionnelle. Bon. Donc, c'est quand même, c'est ce qu'on appelle des chiffres historiques. Tout le monde devient apprenti face à certaines situations. Oui. Alors,
Pas tous, il y a des gens qui ont 30 ans de carrière. Oui, c'est vrai, mais effectivement. Après, on se retrouve donc, même si on retraite ces chiffres de composantes les plus volatiles, on se retrouve avec 4,2% ou 4,6% d'inflation au cœur. C'est des chiffres qui sont extraordinaires. Ce qui est stupéfiant, c'est de voir que les marchés ne réagissent pas plus. On a eu une petite tension momentanée sur les taux d'intérêt, mais on aurait pu avoir beaucoup plus de réactions des marchés obligataires. Et on se rend compte que par rapport aux chiffres qui sortent, les marchés obligataires font preuve d'un flegme remarquable. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour le moment, ils font confiance à la Fed. La Fed leur a dit, rendez-vous au deuxième trimestre 2022, et vous verrez, ça va se normaliser, tout va bien. OK ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour le moment, jusqu'au deuxième trimestre 2022, on laisse le bénéfice du doute aux banquiers centraux, sachant que pour le moment, ils ont quand même extrêmement bien géré toute cette crise et cette sortie de crise. Oui, enfin, ceci dit, le dollar remonte nettement depuis quelques jours. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand on regarde, et notamment par rapport à l'euro ou par rapport au yen, on voit bien que là, non seulement on a parlé donc du durcissement de la politique monétaire aux États-Unis, qui réduit ses achats d'actifs au rythme de 15 milliards de dollars par mois jusqu'à mi-2022, on se retrouve avec maintenant des anticipations de hausse de taux d'intérêt. Oui. Ces anticipations de hausse de taux d'intérêt, c'est un discours qu'on a aux États-Unis, on ne l'a pas ailleurs. On ne l'a pas en zone euro, on ne l'a pas au Japon. Donc vous avez finalement une monnaie qui s'apprécie tout simplement parce qu'on est en train de se dire les taux vont remonter aux États-Unis beaucoup plus vite que partout ailleurs. On est en train de pricer 2,5 hausses de taux dans les 12 mois qui viennent. Première hausse de taux prévue pour le mois de juillet. C'est beaucoup plus tôt que ce qu'on a en zone euro. Et du coup, est-ce qu'on peut se dire, alors c'est peut-être ce qu'anticipe en effet les devises et cette hausse, c'est ce que traduit peut-être cette hausse du dollar face à l'euro, dans la mesure où la BCE resterait très en retard sur la Fed dans le durcissement de la politique monétaire. Et donc, le dollar qui se renforce face à l'euro vaut moins d'1,13 $ cet après-midi. Est-ce que ça pourrait bénéficier à nos marchés européens si l'écart se creuse encore, si l'euro descendait, pourquoi pas à 1,10 $, comme nous le disaient tout à l'heure certains experts? Est-ce que les marchés européens, les indices européens en profiteraient? Est-ce que ça leur apporterait un potentiel supplémentaire face à Wall Street? Tout à fait, puisque par le jeu des parités, pour les exportateurs, plus le dollar est fort, plus ils sont compétitifs par rapport aux biens et services américains. Donc de ce côté-là, il y a beaucoup de pays importateurs en Europe, plus qu'exportateurs. La France au premier chef, David. Oui, mais alors, si on regarde les importations, pour nous, ce qui va compter, c'est beaucoup plus les devises asiatiques plutôt que le dollar. Mais donc, pour le moment, en fait, ce qui a aussi bénéficié au marché européen par rapport au marché américain, c'est également, il ne faut pas se leurrer, c'est aussi une question de composition des indices. Il ne faut pas oublier que les indices, donc le CAC 40 ou les indices européens, sont quand même beaucoup plus cycliques dans leur composition qu'aux États-Unis, où la composante valeur de croissance, technologie, etc., est quand même bien plus développée. Donc, secteur de croissance, quand on a des taux qui pourraient remonter ou qui remontent, généralement ça a un impact sur les secteurs qui sont les plus valorisés. Les secteurs les plus valorisés pour le moment, ce sont les valeurs de croissance. D'accord. C'est pour ça qu'on peut avoir un petit écart momentané de performance. Et donc pourquoi pas petit écart momentané de performance? Surperformance qui dure depuis le début de l'année pour le CAC face au S&P 500, ou vous estimez que ça restera provisoire? Il ne va pas falloir imaginer que ça s'éternise. Il faut voir qu'il y a deux choses. Premièrement, ça vient corriger une période extrêmement longue de surperformance des marchés américains. Donc c'est pour ça qu'on surperforme cette année, ça n'a absolument rien de choquant. Et deuxième chose, vous avez également un effet dollar qui va venir effectivement compenser. Xavier, donc cette hausse du dollar, cette surperformance des marchés européens cette année face à Wall Street, quel regard est-ce que vous portez sur tout ça? Je rajouterai une explication un peu plus technique sur la surperformance du CAC par rapport aux autres marchés européens et américains. C'est un sujet de construction de l'indice, puisqu'aujourd'hui, quand on regarde la performance, effectivement, on va dire que c'est à 30% depuis le début de l'année. Vous prenez LVMH, Hermès, L'Oréal, ces trois valeurs, c'est 25% du poids du CAC. Et elles ont contribué à hauteur de 30% de la performance annuelle. Donc vous avez trois valeurs sur les 30% qui ont généré 10 points de pourcentage de performance depuis le début de l'année.
Voilà, donc c'est un peu ce qu'on a aussi sur les indices suisses avec des valeurs Nestlé ou autres qui ont des poids énormes dans les indices. Mais voilà, il faut retraiter un petit peu et savoir qu'on a des poids qui sont très marqués. Le secteur du luxe a encore une fois contribué très largement à la surperformance du CAC par rapport aux autres marchés. Allez, on va poursuivre nos échanges dans un instant, juste après la pause, alors qu'à l'instant, Bruno Le Maire qui s'exprime et qui indique qu'il ne prévoit pas de ralentissement de l'inflation avant fin 2022. Voilà ce que nous dit à l'instant le ministre de l'économie et des finances. On parlera aussi de la succession de Jérôme Powell. C'est l'un des enjeux de cette fin de semaine pour les marchés financiers. Joe Biden devrait sortir du bois dans les 4 prochains jours sur cette question de la présidence de la Réserve fédérale américaine pour les prochaines années. C'est un vrai enjeu pour les marchés aussi. Puis vous nous livrerez vos valeurs, les valeurs d'avenir, celles qui, à vos yeux, devraient offrir un potentiel qui, dans vos portefeuilles, en tout cas, vous semble relativement intéressant. Ce sera juste après la pause. Le CAC actuellement gagne 0,19%. À tout de suite. BFM Business, BFM Bourse, le club. 17h25 quasiment, on est ensemble en direct jusqu'à la clôture et même au-delà, jusqu'à 18h. Le CAC 40 à 10 minutes de sa clôture gagne toujours 0,18%. Pour l'instant, la Bourse de Paris signe une 14e hausse en 15 séances et série surtout historique pour le CAC 40 et le marché parisien, série historique. On est d'ailleurs aussi sur le CAC sur une 6e hausse d'affilée. On en parle avec David Calfon pour Sanso Investment Solutions et Xavier de Buren pour Innocap Gestion. On a beaucoup parlé de l'inflation. On peut dire un mot aussi de Jérôme Powell quand même, puisque Joe Biden doit donc sortir du bois là dans les 4 prochains jours pour dire si Jérôme Powell sera reconduit à la tête de la Réserve fédérale américaine. Il faut qu'il soit reconduit à vos yeux pour les marchés, pour rassurer les investisseurs, pour offrir un peu plus de visibilité, David. Ça serait plus facile, ouais. Bien sûr. On le connaît, on sait la manière dont il communique, on sait le travail qu'il a fait. Voilà. Après maintenant, la personne qui est envisagée en face, c'est Lael Brainard. C'est quand même pas non plus, ça serait pas un drame, parce que c'est quand même pas un faucon. Voilà, c'est quelqu'un qui est quand même dans la même mouvance que Jérôme Powell. En revanche, il y a un point qui est un point d'attention des marchés, qui pourrait focaliser un petit peu l'attention des marchés. C'est que effectivement, elle a déjà laissé entendre qu'une des manières de lutter contre l'inflation, ça serait de remonter les réserves obligatoires des banques. Bon, ce genre de choses qui est pas du tout anticipé. Oui. Pas du tout pricé. Elle serait sans doute plus dure vis-à-vis du secteur financier. Oui. Probablement. Et là, effectivement, c'est une nouveauté, c'est un inconnu. C'est une inconnue. Et dans les marchés financiers, on déteste l'incertitude. Donc effectivement, il y aurait certainement quelques petits soubresauts au démarrage. Il semble hésiter quand même, Joe Biden, à reconduire Jérôme Powell. Pourquoi n'a-t-il pas annoncé plus tôt une éventuelle reconduction ? Est-ce que c'est mauvais signe pour Jérôme Powell ? Comment est-ce que vous regardez cela ? Xavier. Moi, j'attends de voir quelle sera la décision, parce que je ne suis pas à sa place. Alors enfin, juste un point, il y a peut-être un point, c'est qu'effectivement, Joe Biden sait que l'inflation est un sujet. Et que pour ces élections à mi-mandat, il doit montrer qu'il n'y a pas de dérapage, que c'est à peu près sous contrôle, etc. Donc, est-ce qu'il ne sera pas tenté justement de faire un changement avec Lael Brainard pour dire, vous voyez, je prends quelqu'un qui va vraiment bien s'occuper du sujet, etc. Ça peut être une tentation, mais ça sera un choix donc éminemment politique et donc à suivre. On a fait le tour sur Jérôme Powell. Et on va parler maintenant des valeurs, bien sûr, de ce qu'il faut privilégier dans les portefeuilles, des thématiques aussi d'investissement pour tous ceux qui nous suivent. On voit des valeurs très orientées futur, avenir, les véhicules électriques, la blockchain aussi, ces valeurs qui cartonne littéralement avec énormément de spéculation et de volatilité dans les véhicules électriques. Rivian, Lucid Motors qui se sont introduits il y a à peine quelques jours et qui en termes de capitalisation dépassent déjà Volkswagen ou encore Ford, même si ces deux titres aujourd'hui reculent. Dans la blockchain, on voit aussi des acteurs cotés sur le marché parisien qui se sont littéralement envolés, qui ont explosé à la hausse depuis quelques jours, qui aujourd'hui consolident un petit peu, Art Market par exemple, mais quand même on sent que les marchés s'intéressent à ces nouvelles thématiques, la blockchain par exemple, les véhicules électriques évidemment, thématique industrielle déjà existante. Comment est-ce que vous regardez ces mouvements incroyables sur ces thématiques du futur, Xavier ? La lecture que j'aurais, c'est de se dire finalement que le capital risque s'est déplacé sur les marchés cotés. Il y a tellement d'argent aujourd'hui, donc c'est vraiment, on finance des démarrages d'entreprises, on finance, donc c'est vraiment du capital risque sur des entreprises cotées.
Alors, le risque qui va avec, c'est déplacé, mais plus il y a de risques, plus il y a une perspective de gain qui est important. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, ça s'adresse à un pan d'investisseurs qui sort un petit peu des investisseurs traditionnels, qui vont s'attacher à essayer de valoriser des actifs réels, des business qui gagnent de l'argent. Donc c'est un peu aujourd'hui difficile d'avoir une vraie lecture sur ce qui se passe. Il y a aussi pas mal sans doute de spéculation quand on voit effectivement des valeurs qui sont multipliées par 3000 ou par 5000 dans un espace de temps aussi faible. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment la conséquence de cet argent qui est là, qui est en masse et qu'il faut à tout prix investir. Oui, est-ce que c'est le révélateur aussi du fait qu'on est dans une époque de disruption technologique et que les investisseurs ne veulent surtout pas louper, quoi qu'il en coûte d'ailleurs, ne surtout pas louper les acteurs du futur, quitte à se tromper. Mais on voit en effet ces valorisations exploser, ces capitalisations pour les nouveaux acteurs du marché automobile qui font parfois 0 chiffre d'affaires. C'est le cas de Rivian. Leur capitalisation, Rivian, dépasse celle de Volkswagen. David? Alors, je sais pas vous, mais on l'a déjà vécu. Des sociétés qui arrivaient avec des business plans, qui levaient plein d'argent en bourse, qui se retrouvaient avec des multiples faramineux, tout simplement parce qu'ils mettaient .com quelque part. On s'en souvient très très bien. C'était en 1999, on sait comment ça a fini. Alors, je ne dis pas que dans les titres qui montent actuellement, il n'y a pas le grand vainqueur de demain. Mais si on prend l'exemple d'Amazon, il y a eu quand même une sacrée traversée du désert entre le Amazon de 1999, qui démarrait avec pas grand-chose et qui vendait un concept qui n'était qu'un concept à ce moment-là. Donc il y a eu grandeur et très vite décadence en 2000. Après, il y a eu une énorme traversée du désert. Et tout d'un coup, Amazon a commencé à gagner de l'argent, à faire des bénéfices, etc. Et là, tout d'un coup, c'est devenu l'énorme success story que l'on voit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, du moins, il y a plein d'acteurs différents sur le marché. Mais nous, en tant que professionnels de la gestion d'actifs, il ne faut pas oublier, ce n'est pas notre argent qu'on investit, c'est l'argent de nos clients. On doit rendre des comptes, donc on doit savoir ce qu'on fait, on doit pouvoir justifier de ce que l'on fait. Je me vois mal expliquer à un client que j'ai acheté quelque chose juste parce que ça vient de doubler et que je pense que ça va aller encore plus haut, etc. Donc vous voyez, on est obligé de se rattacher à des fondamentaux. Nous, c'est ce qu'on fait tous les jours chez Century Investment Solutions. On regarde les chiffres, on analyse, et quand un titre est trop cher, on reconnaît que c'est trop cher et on ne l'achète pas. Même si ça ne veut pas dire qu'il va s'arrêter de monter. La spéculation, on la connaît. Mais c'est un autre métier. Les thématiques du futur, pour vous, quelles sont-elles? Alors, nous, on a adopté en 2015 une grille de lecture que l'on aime beaucoup parce que c'est les grilles des objectifs de développement durable des Nations Unies. En fait, l'ONU a mis 17 objectifs en disant, voilà, avoir de l'eau potable, travailler sur la nutrition, des villes efficientes, de l'énergie renouvelable, etc. Donc, toutes ces thématiques-là, pour nous, c'est autant de vecteurs de croissance et c'est un petit peu la garantie de carnet de commandes bien rempli à l'avenir. Donc, c'est vrai que nous, on aime bien adopter cette grille de lecture et on aime bien, lorsqu'on analyse une société, regarder si son chiffre d'affaires, si les biens et services qu'elle produit répondent à ces objectifs de développement durable des Nations Unies. Et si c'est le cas, ça nous donne plus de confiance dans la capacité de cette société à bien s'en sortir dans les années à venir. Oui, parce qu'il y a un accompagnement réglementaire des États. Tout à fait. On est dans le dur. Oui. Bon, Xavier, là-dessus, sur les thématiques d'avenir, les paris d'avenir, est-ce que vous portez un regard particulier, InnoCap Gestion ? Oui, nous, on a un biais structurel sur l'innovation, donc c'est toutes ces entreprises. InnoCap, voilà. Exactement. Donc c'est la capacité des entreprises à innover, à proposer des services et des produits à valeur ajoutée qui vont aider leurs clients à se transformer, je dirais à mieux... à être beaucoup plus opérationnel, beaucoup plus efficace, beaucoup plus efficient d'un point de vue ESG également. Et il est clair que l'innovation va permettre d'améliorer
le scope de certaines entreprises parce que ça permet de diminuer également leur consommation énergétique. Donc vraiment pour nous, l'innovation est au cœur des défis de digitalisation, est au cœur des défis de transformation industrielle et de transformation énergétique que l'on a aujourd'hui. Merci de nous avoir accompagnés, merci beaucoup à tous les deux. Le CAC 40 va clôturer cette nouvelle séance dans un instant. On est toujours en hausse, mais vraiment ça se joue à peu de choses. Plus 0,08%. Pour l'instant donc, 14e hausse en 15 séances sur le CAC. On se retrouvera dans une poignée de secondes pour vivre cette clôture définitive en direct. Dans un instant, on est actuellement à 7158 points. Merci Xavier, merci David de nous avoir accompagnés. Xavier de Buren, InnoCap Gestion, David Calfon pour Sanso Solutions, Investment Solutions. Bonne soirée et bon retour. Dans un instant, on rejoindra Étienne Braque depuis la Tour Euronext près de Paris, dans le quartier de la Défense. À tout de suite.